Salut Simaps! Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'avoir sur ma chaîne l'auteur et illustrateur Christian Quesnel. Bonjour! Bonjour. Alors aujourd'hui, pour vous présenter un petit peu pour les personnes sur ma chaîne qui vous ne connaîtraient peut-être pas encore, je vais faire votre petite présentation. Donc, Christian Quesnel est un auteur de bande dessinée qui a remporté le prix du Conseil des arts et des lettres du Québec à 3 reprises. En 2009, il est l'artiste en résidence qui inaugure le studio du Calque à Londres et devient du même coup le premier artiste en bande dessinée en résidence dans l'histoire de l'organisme. Il remporte plusieurs prix pour divers albums et effectue en 2018 une autre résidence à l'Oberpfälzer Kunstlerhaus, j'ai pratiqué mon allemand, en Bavière. Il publie Félix Leclerc, L'Alouette en liberté, Vous avez détruit la beauté du monde et récemment Mégantic, un train dans la nuit. Sa pratique artistique s'inspire surtout de l'histoire, étant vers des explorations narratives et temporelles au sein du dispositif de la bande dessinée. Il détient une maîtrise en muséologie et pratique des arts à l'Université du Québec en Outaouais, où il est actuellement doctorant. Donc, vous avez vraiment tout un parcours depuis plusieurs années. Mais moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est commencer à partir de la genèse de tout ça. Donc, j'aimerais ça partir de votre enfance et j'aimerais ça savoir quel type de lecteur vous étiez dans votre jeunesse. Quand j'étais jeune, en fait, j'ai grandi un peu avec, j'étais un peu de la génération Goldorak, donc c'est les dessins animés qui m'ont accroché en premier. Ça m'a emmené vers le livre, naturellement. Donc, j'ai vraiment appris en lisant de la appris à lire en lisant de la bande dessinée. J'ai lu toutes sortes de livres après. Chez nous, il y a toutes sortes de choses qui traînaient, mais mes parents ont mis aussi des encyclopédies dans ma chambre. En fait, il n'y avait pas de lieu de bibliothèque à l'extérieur. Donc, ils ont tout mis dans ma chambre. Fait que moi, je me suis nourri un peu de toutes sortes de choses, documentaires, science-fiction. Quand j'étais jeune, j'ai lu, mon Dieu, du Flash Gordon, j'ai lu du Sherlock Holmes, j'ai lu du Lovecraft. Donc, j'ai grandi un peu dans ces univers-là, à Saint-Pierre-de-Wakefield, en fait, où mes parents habitent toujours. C'était un peu mon mode d'évasion, dans le fond, à cette époque-là. À chaque année, il y avait à mon école primaire, il y avait un groupe qui venait ils vendaient des livres, ils s'installaient dans la grande salle où on mangeait à la cafétéria, ils venaient avec plein de livres, puis moi, je venais fou, là, parce que le livre, pour moi, c'était une passion. En même temps, je dessinais toujours, puis j'ai toujours eu une volonté de dessiner pour raconter quelque chose et non pas. C'est pour ça que je ne me qualifie pas d'illustrateur, mais d'auteur de bande dessinée. Puis ma prochaine question, elle est dans ce sens-là. Donc, le volet illustration, est-ce qu'il est arrivé un peu avant votre désir de lire ou il est arrivé en même temps, vu que vous lisiez beaucoup de bandes dessinées? C'est venu avant la bande dessinée. J'ai toujours voulu dessiner. Mes plus vieux souvenirs viennent d'avoir dessiné des choses, des Donald Duck, en fait. Puis mon père travaillait pour la voirie municipale de Saint-Pierre à l'époque. Puis moi, je dessinais les machines. Je dessinais beaucoup la machine sur laquelle mon père travaillait. Je me suis mis vraiment à travailler, ben, pas à travailler, mais aujourd'hui, j'utilise le terme travailler pour dessiner, c'est drôle, mais dans l'enfance, je dessinais beaucoup ces objets-là, puis j'étais fasciné par tout ce qui était machine, en fait. Sûrement, c'est pour ça, après ça, quand Goldorak est apparu, j'avais quoi, 6-7 ans, j'ai beaucoup allumé là-dessus, comme beaucoup de jeunes de mon âge, d'ailleurs. Et tout au long de votre parcours, quels ont été vos modèles, quels ont été vos illustrateurs préférés qui vous ont donné envie là, de diriger dans le style que vous avez aujourd'hui? J'ai mentionné un petit peu par rapport c'est Go Nagai, en fait, qui est le créateur, c'est un japonais, c'est le créateur de Goldorak, en fait, qui m'a beaucoup marqué étant jeune. Par la suite, bon, il y a eu Leiji Matsumoto, lui qui a créé Albator, qui est aussi très connu à l'époque. Mais par la suite, adolescent, bon, j'ai découvert Hugo Pratt, le travail d'Hugo Pratt avec sa formidable bande dessinée qui s'appelle La balade de la mer salée, qui a donné naissance au personnage de Corto Maltese. Donc, moi, j'ai beaucoup allumé là-dessus. Puis c'était qu'en fait, ça a été écrit en 67, mais c'est un peu l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui, moi, je n'utilise jamais ce terme-là, mais en fait, le roman graphique, c'est un précurseur du roman graphique. J'aimais beaucoup ce côté narratif-là qui était très destiné aux adultes, un public adulte, puis tout ça. C'était pas de la bande dessinée vraiment pour ados non plus, ni pour les enfants. J'ai beaucoup adoré
adoré ça. Puis j'ai poursuivi un peu dans cette veine-là. Après ça, j'ai découvert, j'ai un prof au secondaire qui m'a fait découvrir, mon prof d'art plastique qui m'a fait découvrir Jean-Claude Mézières, qui est mort le mois passé, qui a créé la série Valérian. Mais là, on est beaucoup dans la science-fiction. J'ai découvert aussi Philippe Duriet, le travail de Philippe Duriet, qui est un grand maître qui, lui, travaillait sur des murs. C'était immense, son travail, parce qu'il y a plein de petits détails, c'est des fresques. Fait que ça, j'ai beaucoup aimé ça. Après ça, j'ai découvert Bilal, puis bon, par la suite, d'autres. Mais c'est principalement, je dirais, Duriet m'a beaucoup marqué, en fait. Ma question, c'est que je connais pas beaucoup ce travail-là de création. Donc, j'aimerais ça savoir, c'est quoi votre processus? Comment vous faites pour créer là, vos illustrations, du dessin, puis quel médium vous utilisez? J'aimerais ça en comprendre un petit peu plus là, sur comment on crée des illustrations pour les bandes dessinées. En fait, créer un album de bande dessinée, ça commence vraiment à partir, c'est l'idée, naturellement, ça vient en premier. Par la suite, ça dépend vraiment. Hein. Je n'ai jamais fait deux projets identiques de façon pareille parce que je travaille avec des personnes différentes, puis de plus en plus, je travaille avec des scénaristes. Comme le dernier, Anne-Marie Saint-Cerny. Je peux prendre le dernier, par exemple. Le dernier, Anne-Marie Saint-Cerny m'est arrivé au Salon du livre de l'Outaouais, justement. Elle cherchait un illustrateur de bande dessinée. Puis elle a cherché dans les librairies un peu partout à Montréal. Puis son fils a regardé du côté européen. Puis quand elle a vu mon travail sur Félix Leclerc et sur Ludwig, c'est là qu'elle a dit, c'est lui que j'aimerais travailler avec. Donc, elle est venue me rencontrer au Salon du livre de l'Outaouais. Elle m'a proposé le projet. Elle m'a dit c'était quoi le sujet. Moi, je demande toujours qui est l'éditeur, est-ce qu'il y a des budgets en arrière de ça, puis est-ce que j'ai la pleine liberté de travailler. Puis à ce moment-là, elle m'a confirmé tout ça. Puis j'ai dit oui, ça n'a pas été long. Ce qu'on a fait, c'est qu'elle est arrivée, puis elle m'a présenté des pages 8,5 11, où elle m'a donné son essai qu'elle avait déjà écrit, mais elle m'a donné des pages 8,5 11 où elle voulait aborder certains sujets, mais en point de forme, vraiment. Puis ça s'est développé comme ça. Moi, après ça, j'ai créé les images, une série d'images séquentielles. Donc, il y avait un sens aux images, il y avait une narration en images. Puis elle est venue après ça compléter avec son texte plus technique, en fait, par rapport à la catastrophe de Mégantic. Donc, ça, c'est une façon de travailler. Mais habituellement, on reçoit un synopsis, on dit oui ou non pour travailler dessus. Puis par la suite, on reçoit un scénario. Puis le scénario, on le découpe. Mettons, c'est comme un scénario de pièce de théâtre, on le découpe avec, on se dit, là, ça fait à peu près une page, puis après, c'est une autre page. Ensuite, ces sections-là, on en fait des pages d'esquisse qui représentent grosso modo ce qu'on veut faire. Puis ça représente vraiment le déploiement du récit dans l'espace qu'on appelle l'espace tabulaire, qui est la planche de bande dessinée. Il y a l'autre espace qui est linéaire, si on veut. Ça, c'est le strip de bande dessinée qu'il y avait souvent dans les journaux, mais moi, j'utilise beaucoup l'espace tabulaire. Puis, à ce moment-là, à partir de là, une fois que le découpage est fait, ça donne le rythme, ça donne la disposition, ça donne le sens aussi du récit et tout ça. Puis, à partir de là, on peut commencer à faire les props, les planches finales, en fait. Moi, je travaille encore à la main. Tout est fait parce que votre autre question, c'était au côté technique. Comment que je fonctionne? Je fonctionne avec des grandes, comment j'appelle ça des boards, là, mais c'est des grands cartons qui sont sensiblement grands, 16 par 20, qui donnent à peu près une planche originale de bande dessinée. J'ai fonctionné une dizaine d'années à la gouache. Mes premiers albums ont été faits à la gouache puis à l'aérographe. Puis j'ai délaissé ça pour faire de l'acrylique. Je trouvais que l'acrylique emmenait une couleur, une texture qui était beaucoup plus brillante, en fait, qui conservait sa brillance. Parce que la gouache, c'est beau quand on l'étend, mais une fois qu'elle est sec, ça devient un peu fade. Donc, j'ai travaillé une dizaine d'années après ça à l'acrylique. Puis là, depuis quelques années, je travaille à l'aquarelle. Puis, j'aime beaucoup travailler à l'aquarelle parce qu'il y a quelque chose comment je peux dire, donc, il y a quelque chose de très organique dedans. Puis, ça se place vraiment tout seul. Puis, moi, je travaille sur une table à dessin qui est inclinée, donc l'encre avec l'eau, elle s'écoule sur les planches qui crée une texture assez spéciale. Oh, wow, super intéressant parce que j'ai lu vos deux œuvres, Le Crépuscule des bois brûlés, puis par exemple le Mégantic, le
le style est vraiment ultra différent, là, donc entre les deux. Puis de ce que j'ai lu d'autres de vous, mais le crépuscule des bois brûlés semble être le seul ayant ce style graphique, puis les autres avaient peut-être plus une similarité. Donc, En fait, il y a eu 4 albums comme Le Crépuscule des Bois brûlés qui ont tous été publiés aux éditions du Vermillon. Il y a eu Le Crépuscule des Bois brûlés, La Quête des oubliés, Le Grand Feu, puis L'Exoveda, qui était la suite du Crépuscule des Bois brûlés. Puis c'était plus de la fiction historique, c'était plus de la bande dessinée plus, comment je peux dire, plus classique dans la façon de la faire. Puis bon, c'était mes débuts. Le Crépuscule des Bois brûlés, j'ai fait ça, j'avais quoi, 18 ans, 18, 19 ans. Donc c'était vraiment, j'apprenais à marcher dans le fond. C'était un peu ce que je pourrais appeler une première phase de travail qui a duré peut-être 10 ans. Justement, ça coïncide avec la fameuse gouache, là. Ensuite, j'ai eu le goût j'ai voyagé, j'ai fait des festivals en Europe, tout ça, puis j'ai eu le goût de changer, de m'adresser à un autre public aussi, que c'était plus un public jeune, adolescent, 12, 14 ans. J'avais le goût de m'adresser à un public adulte. Donc, j'ai eu l'occasion avec Daniel Vallée de travailler esthétiquement sur des romans illustrés. Puis un peu quelque chose qui se rapprochait de la bande dessinée aussi avec elle. On a fait 3 livres ensemble. Puis là, j'ai complètement déconstruit ce que j'avais construit jusqu'à maintenant. J'ai fait d'autres genres d'illustrations qui m'ont permis vraiment d'explorer plastiquement la matière. C'est là vraiment que j'ai commencé à travailler à l'acrylique et tout ça. C'est là que j'ai commencé à évoquer davantage les choses qu'à les montrer en bande dessinée. À partir de là, j'ai travaillé quelques années comme ça, un peu plus, ça ressemble plus à du graffiti quasiment. Il y a quelque chose de très, très, très rough dans la façon de travailler à cette époque-là. Parce que j'essayais d'être soigné dans ma première période. Puis là, dans cette deuxième phase-là, en fait, j'ai voulu vraiment éclater complètement le corps. Puis après ça, je suis revenu je ne suis pas revenu, mais j'ai commencé à créer des récits, toujours pour adultes, mais beaucoup plus de recherche, comme un cœur d'argile, qui est un livre qui se passe dans ma maison, qui est une recherche sur ma maison aussi à Saint-André-Avelin. Ça m'a pris 4 ans et demi à faire quand même comme livre. Donc, c'est une recherche qui a été longue. Je suis complètement habité là, quand je fais un travail comme ça. Je suis complètement habité par le sujet. Je cherche beaucoup, beaucoup. C'est comme une enquête policière, en fait. Là, je suis en train de travailler présentement sur Dédé Fortin. C'est la même chose. Je suis en train de faire un album sur la vie d'André. Puis, je suis complètement habité. Là, je veux dire, je le connais intimement, même si je n'ai jamais connu la personne. Votre première publication, ça a été en 1991, un Bernard l'Ermite, pas comme les autres, qui a été écrit par Daniel Galichan. Comment c'est arrivé cette opportunité-là de publier pour la première fois? Puis qu'est-ce que vous avez pensé là, d'illustrer un album jeunesse? En fait, c'est mon tout premier vrai projet, si on veut, publier chez un éditeur professionnel. En fait, j'étais encore aux études à la Cité collégiale à Ottawa. Moi, j'ai fait mes études en graphisme première année au Collège Algonquin, deuxième année à la Cité collégiale, qui était la première année d'existence de la Cité collégiale. Puis, il y a une auteure, à l'époque on disait auteur, qui est venue dans notre classe, en fait, qui nous a présenté un projet. Puis, notre professeur avait justement mis au programme la conception d'une illustration, la création d'une illustration jeunesse. Donc, moi, j'ai dit oui, en fait, pour travailler là-dessus. Puis c'était comme un concours. Puis j'ai remporté le concours, tout simplement. C'est ça qui m'a amené à travailler avec l'éditeur des éditions du Vermillon par la suite. Puis une fois que le livre a été publié, moi, j'ai aimé l'expérience, mais moi, je voulais faire de la bande dessinée. En fait, l'illustration jeunesse, c'était pas... j'en ai fait d'autres livres jeunesse, mais c'est vraiment mon travail, mon métier, c'est la bande dessinée. Puis c'est comme ça que j'ai parti quand j'ai terminé mes cours à la cité collégiale. Je suis arrivé, puis j'ai créé mon propre emploi. J'ai fait une demande de subvention au Conseil des arts du Canada. Il y avait un programme pour les jeunes qui n'avaient rien fait auparavant. Puis j'ai eu la bourse, donc c'est ça qui m'a permis vraiment de créer le Crépuscule des Bois brûlés là, par la suite. Vous avez fait plusieurs projets en collaboration, puis plusieurs projets solo. Je me demandais quels sont les défis puis les avantages de chaque mode de travail. Oui, j'ai beaucoup travaillé au début seul.
j'ai travaillé avec Raymond Ouimet pour Le Grand Feu au scénario. J'ai travaillé avec Daniel Vallée par la suite pour 3 albums dont je parlais tantôt, le 2, Langue de poche, puis Manche de pelle, en fait. En fait, plus ça va, moins j'ai le goût de scénariser. Plus ça va, plus j'ai le goût de travailler en collaboration avec quelqu'un parce qu'en même temps, je demande une pleine liberté. Fait que je ne deviens pas l'illustrateur de quelqu'un, je deviens tout simplement la personne qui met une narration en image, qui anime une narration dans le fond par l'image. Donc, c'est vraiment de cette façon-là que je collabore avec les gens. Si les gens me laissent, parce que les gens maintenant me laissent respirer, parce qu'au début, quand on commence, on n'a pas rien derrière soi, donc les gens ils veulent juste qu'on fasse ce qu'eux veulent. On devient les extensions des bras et des mains de la personne. Puis, c'est pas possible dans mon cas de faire ça. Fait que c'est vraiment, aujourd'hui, je suis chanceux, je suis choyé, je suis vraiment là, je mesure la chance que j'ai parce que j'ai des projets vraiment intéressants qui arrivent sur Matabadessin. Vous avez des Tout la beauté du monde, par exemple. C'est un projet qui m'est arrivé comme ça, un coup de téléphone, puis voilà. C'est comme ça que ça s'est présenté. Donc, c'est vrai qu'au début, le téléphone ne sonne pas, mais là, le téléphone, il sonne, puis il y a des choses intéressantes. Là. On peut faire des choix aussi. C'est sûr que la portée d'un projet est un choix important. Rencontrer la personne, voir aussi si ça clique, s'il y a de la chimie avec la personne. S'il n'y a pas de chimie, ça ne vaut pas la peine non plus. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas bonne ou son projet n'est pas bon. Ça veut juste dire qu'il faut qu'il y ait une communication qui fonctionne entre les deux personnes, une énergie commune. Travailler seul, ça permet de faire plein de choses aussi. Comme Ludwig, j'ai travaillé seul là-dessus, mais j'ai complètement repensé le système de la bande dessinée, si on veut, parce que là, j'ai vraiment créé un récit sur de la musique et non pas un texte. Fait que ça m'a amené ailleurs aussi. Mais j'ai moins le goût aujourd'hui de juste arriver puis de dire, bon, mais là, je prends un projet à moi, tout ça. Comme, par exemple, Dédé Fortin, je me retrouve à scénariser. Je ne devais pas scénariser. C'est juste que Jim Corcoran, qui devait scénariser, qu'on devait travailler ensemble, n'a pas pu le faire parce qu'il était trop occupé à réaliser l'album de Gilles Vigneault, en fait. Donc, c'est comme ça, des fois, ça arrive. Puis, mais ça me prend beaucoup. En fait, ça me prend tellement d'énergie pour scénariser que c'est ça. Je me suis dit, je vais délaisser ça pour pouvoir travailler davantage sur l'image, me concentrer là-dessus. Parce que, comme je disais tantôt, il y a toute une écriture par l'image qui se met en place aussi. Mes études à maîtrise et au doctorat en bande dessinée, justement, m'emmènent à beaucoup réfléchir sur ces questions-là. Vous avez plusieurs ouvrages qui traitent d'un événement historique ou d'une période précise, là, entre autres le crépuscule des bras brûlés, la quête des oubliés, le grand feu, Advocatus Diaboli, vous avez détruit la beauté du monde, Mégantic. Je me demandais d'où vous vient cet intérêt pour l'histoire, comment vous faites votre travail en amont là, pour vous préparer à votre travail d'illustrateur et d'auteur parfois. Merci de préciser. En fait, c'est vraiment une passion. Je pense à Advocatus Diaboli, en fait, qui est mon projet de création à la maîtrise. C'est une recherche universitaire, Advocatus Diaboli, sur comment jouer avec le temps, en fait, en bande dessinée. Comment créer des ruptures de temps ou des pivots temporels. Puis, je me suis retrouvé à un moment donné moi, je fais des retraites une fois par année à peu près pour faire le point, pour m'aérer un peu l'esprit. Je fais une retraite dans l'abbaye Val-Notre-Dame à Saint-Jean-de-Mata, qui est un monastère. Puis là-bas, c'est dans la nature, tout ça, puis les messes sont chantées en grégorien. Donc, puis en arrière, dans le fond de la chapelle, c'est une immense vitre qui donne sur la montagne, qui s'appelle là-bas la montagne coupée. Puis, bref, je fais une grande histoire, mais je vais là-bas, puis je tombe sur. Il y a une librairie, ils tiennent une boutique, les moines là-bas, puis je tombe sur le linceul de Turin. Un ouvrage sur le linceul de Turin qui m'a complètement fasciné. Puis le linceul de Turin, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une image qui représente vraiment toutes les caractéristiques de l'image de Jésus, d'un homme crucifié qui a été flagellé, qui a une couronne, qui a eu une couronne d'épines sur la tête, qui a une blessure dans le flanc. Bon, il y a toutes ces marques-là. Puis là, je me suis intéressé à ça du point de vue historique, justement.
parce que je trouvais ça fascinant qu'un objet comme ça puisse pas être expliqué plus que ça. C'était en même temps, c'est arrivé avec mon retour à l'école où j'ai décidé, aux études, où j'ai décidé vraiment de travailler sur faire une maîtrise sur le temps. Donc, je me suis dit, un objet aussi ancien que ça va me permettre vraiment de faire des bonds temporels dans le temps. Donc, j'ai décidé de prendre le premier propriétaire historiquement connu du linceul, qui est Geoffroy de Charny, qui est un chevalier qui est mort en 1256. Donc, puis 1356, pardon. Puis j'ai Raymond Rogers, qui est un thermochimiste américain qui est mort en 2004, qui étudie le linceul à la fin des années 70. Donc, entre les scènes, entre les deux personnages, il n'y avait pas d'interruption. Puis moi, le linceul de Turin me permettait de faire, en l'espace d'un coup d'œil pour le lecteur, un bon 700 ans. Donc, c'est une stratégie que j'ai trouvée qui fait en sorte, habituellement, on a une scène de bande dessinée, elle arrête, puis là, il y a une nouvelle scène qui commence, puis là, on rentre dans cette scène-là. Mais ce que j'ai développé à la maîtrise, l'anacolyte graphique, me permet de faire juste dans un coup d'œil, le lecteur parcourt 700 ans, puis la scène, il n'y a pas d'interruption, enfin, il continue. Fait que ça, c'est un exemple de mon choix. Le crépuscule et bois brûlés, c'est quelque chose qui m'intéressait. Les métis, les autochtones, je trouvais qu'il y avait... il y a eu une belle histoire, triste en même temps, qu'est-ce qui est arrivé aux métis de l'Ouest canadien, qui avait un lien avec nous, qui était à l'époque, on disait les Canadiens français. Mais ce livre-là, je l'ai fait avec toutes les bonnes intentions du monde. Puis, en fait, ce livre-là a été brûlé l'année passée en Ontario. Il fait partie du lot. Oui, bien, c'est une première œuvre, une œuvre qui était peut-être maladroite, mais bref, je ne pense pas qu'elle méritait d'être brûlée. Mais de toute façon, c'est des choses qui arrivent. Mais à chaque fois, il y a des sujets comme ça. Comme mon deuxième album, je pense à La Quête des oubliés, qui parle de la déportation des Acadiens. Ben, j'ai fait ça à l'époque où il y avait le nettoyage ethnique en Yougoslavie. Donc, c'est vraiment le nettoyage ethnique qui m'a fait penser, qui m'a fait réfléchir à cette question-là historique qui s'était passée au Canada. Donc, c'est tout le temps des choses comme ça qui... en fait, les sujets m'arrivent quasiment tout seul comme ça. C'est sûr que moi, j'ai un intérêt pour beaucoup de choses. Je m'intéresse à vraiment beaucoup de... Comme je disais tantôt, adolescent, j'ai lu Lovecraft, puis c'est pendant un festival en France, quand le directeur de Québec BD me dit, Thomas Louis Côté, il me dit, tu devrais travailler sur Lovecraft, en fait. Il me semble que ton style de dessin marcherait avec Lovecraft. Puis c'est devenu un projet. Il m'a mis la puce à l'oreille parce que Lovecraft est venu à Québec dans les années 30. Puis il m'a juste dit, tu devrais peut-être travailler là-dessus. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Puis j'ai décidé de faire un projet. Puis j'ai travaillé 2 ans là-dessus. Là, je continue à travailler là-dessus. C'est le prochain album qui sort là, chez Alto, en fait. Donc, c'est ça, les projets arrivent comme ça sur la table. En fait, c'est drôle à dire, c'est quasiment comme si c'était pas moi qui décidais. Mais c'est moi qui décide, là, mais les projets se présentent comme ça. Des fois, il y a des choses que je ne pensais pas, comme Mégantic, je n'ai jamais pensé travailler là-dessus. Le suicide, encore moins. Je n'ai jamais pensé travailler un jour sur le suicide, mais c'est tellement des beaux projets, en fait, en termes artistiquement parlant. On me donne beaucoup de liberté, puis on me permet vraiment d'ouvrir les ailes au maximum. On ne me met pas dans une petite boîte. On me permet vraiment de travailler comme je veux. Donc, j'adore ça. J'ai remarqué aussi qu'il y a une autre tangente dans vos ouvrages, la vie de personnalités marquantes, là, par exemple Ludwig Beethoven, Nelligan, Félix Leclerc, René Lévesque, Jean-Claude Poitras. Là, vous avez parlé de Dédé Fortin qui s'en vient. Est-ce que souvent c'est de votre propre intérêt que vous commencez à aller de l'avant vers ces projets-là, ou c'est les gens qui viennent vous chercher pour illustrer ces parcours de vie? Ben, je dirais Beethoven, en fait, ça vient de l'enfance carrément. Ça vient vraiment de l'enfance. C'est un personnage, pour moi, il y avait une collection de livres qui s'appelait Un bon exemple d'eux. Puis mon professeur de 3e année à l'époque m'avait prêté cette série de livres. Puis il y en avait un sur Beethoven, puis j'avais beaucoup accroché là-dessus. Ce personnage-là est resté. Puis quand je suis allé faire ma résidence à Londres, je me suis dit qu'est-ce qui serait possible de faire en bande dessinée, d'exploratoire, parce qu'à Londres, il y a beaucoup de mix, de mélange des formes d'art. Puis là, maintenant, c'est rendu ici partout, mais on était en 2009.
Puis je me suis dit, OK, je vais essayer de mettre de la musique travailler à partir de la musique pour créer le récit de bande dessinée. Puis je me suis dit, bon, Beethoven, naturellement, c'est le personnage idéal pour créer une bande dessinée. Puis je voulais approfondir mes connaissances sur Beethoven, donc ça a donné, ça a quand même un projet qui a duré 3 ans et demi. Dédé Fortin, lui, ça m'est arrivé parce que moi, je travaille maintenant avec une attachée de presse que j'emmène avec moi pardon, chez tous mes éditeurs, c'est drôle. Puis mes éditeurs, ils sont tout le temps réticents au début, mais ils ne regrettent jamais de travailler avec Lise Raymond. Puis Lise Raymond, en fait, c'était l'attachée de presse des colocs d'André Fortin aussi. Puis Lise, elle m'a dit, tu devrais, quand elle a vu Félix Leclerc, elle a dit, tu devrais faire de quoi sur André? Fait que, pas sur les colocs, là, vraiment sur André Fortin. Puis au début, on était supposé faire un projet plus court parce qu'elle voulait faire un parcours à Montréal, mais son projet n'a pas fonctionné. Mais quand on a travaillé ensemble pour Vous avez détruit la beauté du monde, ben là, elle m'a dit oui, il faudrait vraiment que tu travailles là-dessus. Puis là, elle m'a dit je t'ouvrirai toutes les portes. En fait, effectivement, elle m'a ouvert toutes les portes des personnes très proches d'André, même que je suis devenu ami avec ces gens-là. C'est un projet assez spécial parce qu'on s'informe, on prend beaucoup d'informations, mais en même temps, on se lie d'amitié avec les proches d'André. Donc, on ne fait pas partie des proches d'André, mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a une frontière là, qui est plus visible, en fait, entre le sujet et moi. Donc, des fois, c'est bon de prendre des reculs comme ça. Mais ça, c'est un projet comme ça qui s'est présenté. Félix Leclerc, c'est une expo que j'ai visitée. J'ai eu le goût de faire en Gaspésie. J'ai eu le goût de faire une bande dessinée là-dessus, quelque chose sur le Québec maritime, en fait, quelque chose de plus aérien, plus les grands espaces, le fleuve. Donc, des fois, c'est des goûts vraiment esthétiques qui guident mes choix comme ça. Là, pour les prochains, mon Dieu, j'ai des projets vraiment très, très variés, en fait, qui s'en viennent. Puis des fois, c'est des personnes moins connues de l'histoire qui nous permettent d'explorer quelque chose. Là, j'ai un projet sur la table pour les prochaines années, là, un projet qui est proche de Robert Bourassa, en fait. Historiquement, encore un projet historique, donc j'en sors pas. Mais bref, c'est ça, c'est vraiment j'ai pas eu de... En fait, je réalise avec votre question que j'ai jamais traité de sujet avec des femmes, en fait. Des femmes au milieu. C'est au centre du récit. C'est peut-être quelque chose que je devrais travailler, mais je veux dire, je ne vais pas travailler un projet sur une femme parce que c'est une femme, mais un sujet donné, là, ça pourrait être intéressant aussi. Oui, ça pourrait vraiment être intéressant. J'ai une question. Depuis 30 ans, vous avez beaucoup de publications à votre actif. Je me demandais si c'est lequel l'ouvrage dont vous êtes le plus fier, puis lequel qui a été le plus difficile à écrire ou à terminer. Oh mon Dieu, c'est une bonne question, ça. Le plus fier, en fait, j'ai longtemps été très fier de Ludwig, qui est sorti en 2013. C'est un livre qui m'a fait, on dit par chez nous, qui m'a mis sur la map, parce qu'on l'a lancé à Chicago. On a été 3 fois à Chicago avec ça. On a eu une grande exposition à Québec, à l'ouverture du Salon du Livre de Québec. On a eu un concert symphonique avec l'Orchestre symphonique de Gatineau. Mais j'ai aussi eu une présentation de la version vidéo au Sénat français à Paris. Il y a eu, mon Dieu, on est allé à Beyrouth avec ça. C'était complètement fou. Là, je dirais que le projet, là, c'est sûr que Mégantic, puis vous avez trouvé la beauté du monde, c'est des œuvres vraiment dont je suis très, très fier. C'est difficile, c'est comme si vous me demandiez lequel de vos 2 enfants vous préférez. Mais en fait, c'est comme si on faisait toujours le même livre, mais on essaie de le faire du mieux qu'on pouvait. Puis, mais je pourrais dire que celui qui représente le plus de défis pour les raisons que je vous ai dit tantôt au niveau de la proximité avec le sujet, c'est André Fortin. André Fortin, c'est assez spécial. En fait, celui-là, Mégantic et Vous avez détruit la beauté du monde sont interreliés par ce côté sensible-là, ce côté difficile à montrer. Parce que quand je disais tantôt raconter une histoire en image,
raconter le suicide ou la catastrophe de Mégantic ou André Fortin en image, c'est assez difficile. Fait qu'il faut vraiment jauger les pour, les contre, comment que le lecteur va réagir, parce que le lecteur, c'est le moteur du récit. Hein. Si vous arrivez et vous mettez une séquence d'images devant quelqu'un, même si les images n'ont pas rapport entre elles, la personne commence à faire des liens entre les images. Et si vous insérez une image là-dedans qui est trop gore ou trop terrible, trop choquante, ben, cette image-là laisse un écho dans la suite des images que le lecteur va regarder. Fait que c'est ça qui est difficile à atteindre comme équilibre, en fait. Comme dans Mégantic, j'ai choisi de travailler avec des cases noires pour représenter la mort. Donc, ça, c'était juste correct parce que le lecteur comprend, puis on n'a pas besoin de montrer, on respecte la dignité des victimes. Donc, André Fortin, tout le monde sait, en tout cas, je pense que presque tout le monde sait comment il est mort. Donc, ça va être une séquence assez difficile à montrer. Je ne la montrerai pas, ça c'est sûr, mais je vais la raconter. J'ai visité l'appartement où ça s'est passé. J'ai lu ses dernières lettres aussi, que personne n'a lues, en fait. Là, on est 3 personnes à avoir lu ça. Donc, c'est des choses quand même qui sont très, très prenantes émotivement. Mais il faut aussi que je puisse, moi, le gérer. Puis après ça, voir qu'est-ce qui est possible de faire à travers ça. C'est comme vous avez détruit la beauté du monde. J'ai eu accès à des dossiers de coroner de 700-800 pages avec les photos. Donc, les photos de coroner, donc sont assez difficiles à regarder. Mais j'ai pris là-dedans ce que je suis un peu l'éponge, en fait, entre les archives et le lecteur, mais en même temps, il faut que j'absorbe ça, ces choses-là, puis il faut que je prenne le temps de gérer tout ça, puis de voir comment on peut le raconter, comment on peut déployer le récit à travers ces choses-là qui sont difficilement montrables. Vous en avez un petit peu parlé. J'aimerais savoir quelles sont la suite pour vos projets. Donc, à quoi on peut s'attendre dans la prochaine année? Quand est-ce qu'on doit être attentif? La prochaine année, va être une grosse année. En fait, il y a Mégantic en anglais qui va sortir cet automne. On travaille avec l'éditeur à Toronto, Between the Lines. On travaille aussi, je travaille avec Ariane Gélina, qui est une autrice de Trois-Rivières. On travaille sur Lovecraft, le fameux projet Lovecraft qui va sortir aux éditions Alto, qui devrait sortir là, à la fin de l'été, là, au mois d'août, dans ce coin-là, au début d'automne. Donc ça, ça va être un énorme livre, celui-là. C'est comme 200 pages à peu près. C'est comme, je regarde mes piles d'originaux ici, puis Lovecraft dépasse tous les autres livres là, de beaucoup. Fait que c'est un livre quand même, j'ai travaillé dessus 2 ans et demi. Puis là, il y a 4 mois là, que je prends cette année pour retravailler certaines planches avec l'éditeur, avec Antoine Tanguay. Parce qu'on veut l'emmener à un niveau... on veut emmener mon travail un peu plus loin. C'est tout le temps ça. Moi, c'est pour ça que je n'ai pas de série, en fait. J'aime bien que chaque projet soit unique, puis que je puisse travailler là-dessus, puis être complètement libre de prendre n'importe quelle orientation. Je ne veux pas rester pris dans une série ou avec... souvent, mes collègues qui ont des séries, ils se plaignent souvent qu'ils sont prisonniers ils sont dépendants de leur personnage, en fait. C'est leur personnage qui leur impose des choses. Donc, je trouve ça intéressant, moi, de faire des one-shots. C'est ça qui s'en vient. Ça, c'est ce qui s'en vient. Puis André Fortin devait sortir cet automne, mais là, en cause du travail sur Lovecraft, on reporte un peu. C'est tout le temps comme ça, là, ça a un effet domino. On reporte de 6 mois, sinon 1 an, la sortie du livre sur André Fortin, parce que je veux m'assurer aussi que le livre c'est bien fait, puis j'assure le scénario aussi. Donc, c'est quand même assez lourd à porter, tout ça. Là. Donc, plus 2023 peut-être pour Dédé Fortin. Oui, puis parallèlement à ça, vu que ça fait 30 ans que je travaille dans ce métier-là, on a une exposition rétrospective qui s'en vient avec la librairie Z de Montréal sur mes 30 ans. Donc, je vais avoir cette discussion-là plusieurs fois cette année par rapport à mes premiers albums. Puis, j'ai aussi une exposition Lovecraft qui s'en vient à la Galerie de Montcalm à Gatineau cet automne, en septembre. Donc, pour la sortie du livre aussi. Là. Donc, il y a ça qui s'en vient. Là, il y a la sortie aussi
Mécantique, c'est sorti en Europe, mais je veux dire, on participe aussi au Festival d'Angoulême dans un mois exactement, qui s'en vient. Donc, ça aussi, il y a beaucoup de négociations. Il y a une grosse partie de mon travail maintenant, après 30 ans, c'est drôle, il y a une grosse partie de mon travail qui est devenue de la gestion. Donc, cet automne, j'ai été 2 mois sans travailler sur la table de dessin. Ça a été juste des conférences de gestion, l'enseignement aussi à l'Université du Québec. J'enseigne la bande dessinée aux étudiants. Je dis aux étudiantes parce que j'ai juste des étudiantes là, cette année. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, passer au suivant, partager, parce que je suis rendu, comme vous avez dit, j'ai quand même plusieurs albums en arrière dans la cravate, puis j'aime en faire profiter les autres aussi. Puis justement, une de mes étudiantes me dit l'autre fois, elle dit, ah ben oui, mais parce qu'elle avait eu un coup dur, quelqu'un qui a fait un commentaire dur sur son travail, elle dit, ouais, mais toi, tu as eu 30 ans de réussite pour construire là-dessus. Je dis, non, non, tu te trompes, on construit sur les échecs beaucoup. C'est les échecs qui sont des leçons à apprendre. T'sais. Donc, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup, le genre d'échanges que j'aime beaucoup avoir avec mes étudiants. Ma dernière question, en fait, c'est est-ce que c'est possible de vous suivre sur les réseaux sociaux là, pour les gens qui aimeraient vous suivre de plus près puis parcourir là, vos prochaines œuvres et celles des 30 dernières années, évidemment? Oui, ben, en fait, c'est relativement facile justement de me suivre. Là. Les gens, j'ai beaucoup de demandes. En fait, plus récemment, là, les gens me demandent beaucoup sur Facebook, sur Instagram. Twitter, c'est moins courant, mais je suis là aussi. Mais c'est à moins de portée, je trouve, par rapport à notre genre de travail qu'on fait. Là. Mais vraiment, Facebook, c'est là où je communique beaucoup là, avec les gens. Puis j'ai souvent même, la vente d'originaux est devenue une part importante aussi de mon travail. Fait que il y a beaucoup de gens qui me contactent aussi pour obtenir des originaux. Là. Ou savoir où est publiée cette bande dessinée-là. Là, récemment, j'ai eu quelqu'un qui m'a fait une demande pour une BD qui a été publiée en 98. Donc là, moi, je ne sais même plus où c'est qui sont mes exemplaires à moi. Donc, c'est difficile des fois. Là. Des fois, c'est d'aller dans les ventes aussi, les ventes des bibliothèques publiques, là, une fois par année, pour retrouver des vieux titres. Bien, merci beaucoup pour votre disponibilité et votre générosité. Moi, je vais mettre les liens là, de tous vos ouvrages en barre d'informations, donc puis aussi votre lien pour votre Facebook, votre Instagram, pour que les gens puissent aller vous rejoindre. Donc, merci beaucoup pour cette entrevue-là. Ça a été vraiment super enrichissant de mon côté. Puis, bien, on va suivre vos présentations pour le Salon du Livre qui s'en vient tout prochainement, puis vos prochaines publications. Un grand merci. Merci beaucoup à vous. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.